Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors il y a quelques temps, j'ai publié une vidéo autour de l'annonce de la Bamboula H2C et de son futur système Vortec. Dans cette vidéo, je vous avais demandé si ça vous intéressait que je prenne le temps d'expliquer en détail les différents systèmes multimatériaux et multicouleurs qui existent en impression 3D filament. L'accueil a été très positif et beaucoup d'entre vous m'ont encouragé à le faire. Donc j'ai travaillé dessus depuis et c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Un tour d'horizon des grandes familles de solutions multimatériaux disponibles ou annoncées, avec leurs avantages, leurs inconvénients et des exemples concrets des machines qui les utilisent. Donc si le sujet vous intéresse, c'est après le générique. Alors la première famille des systèmes multicouleurs, c'est la famille qui est le plus connue du grand public pour le moment, c'est la famille des sélecteurs de filaments. C'est la famille dans laquelle on va retrouver le fameux AMS de Bambu Lab, le CFS de Creality, etc., le MMU également de Prusa. Alors l'idée est simple avec ce système ou cette famille de systèmes de sélecteurs et donc multimatériaux, multicouleurs. On a un seul extrudeur et une seule buse, mais plusieurs bobines de filaments sont reliées à un module de sélection. Alors, comment se déroule un changement en gros? Donc, c'est un cycle complet qui se passe en 3 étapes. Donc, premièrement, le filament en cours, on va dire par exemple le noir, est rétracté, c'est-à-dire retiré, de la tête. Ensuite, un nouveau filament, le deuxième, le troisième dans la bobine et ça, c'est dans le slicer qu'on détermine quel filament doit être utilisé. Donc le deuxième filament est poussé dans le même chemin jusqu'à la buse. Troisièmement, pour purger les résidus du premier filament, et puis là, ça dépend un petit peu des systèmes, mais l'imprimante va d'abord purger, donc faire couler le filament jusqu'à ce que ce soit l'autre couleur qui soit là. Quelle est la force de ce système? Eh ben, la force, c'est la simplicité mécanique. On a une seule tête, donc peu de pièces en mouvement. La compatibilité aussi, puisque quasi toutes les imprimantes peuvent être adaptées à ce type de solution. Ça veut dire que mécaniquement ça devrait être possible. Mais techniquement, il faut que les constructeurs adaptent leur imprimante pour que ça puisse être possible. Alors avec les imprimantes open source, on a des solutions. Par exemple, la Box Turtle, qui est elle-même basée sur un projet open source, ou le projet Enrage Rabbit Carrot Feeder, autrement appelé ERCF. Avec des imprimantes propriétaires, c'est au bon vouloir du fabricant. Et pour différentes raisons, notamment de brevets, cela ne semble pas être aussi facile. Il suffit de voir les retards des solutions annoncées comme le multicouleur chez Lego ou chez Frozen par exemple. En ce qui concerne le coût, c'est le moyen le plus abordable d'accéder aux multicouleurs ou multimatériaux. Pour le moment en tout cas. Toutefois, cette solution a des limites et des contraintes. Premièrement, elle occasionne des déchets importants. Certaines solutions optimisent ce point, notamment avec des tours creuses, mais ça reste un des défauts de la solution. Ensuite, il y a le temps de changement. Retirer du filament et en insérer un autre, ça prend du temps. On peut gagner du temps, par exemple, si on imprime à couleurs successives. Par exemple, si on va imprimer un modèle qui est tout en blanc en dessous, arrivé à la 20e couche, on va faire tout en rouge, et puis voilà, comme ça de manière successive. Et ben, dans ce cas-là, a priori, on perd moins de temps. Mais si on a beaucoup de changements de couleurs sur, différentes couches, voire plusieurs couleurs sur la même couche, et ben là, ça va prendre énormément de temps. Autre limite, c'est la fiabilité variable. Plus le filament est souple ou abrasif, plus les risques de bourrage dans le chemin augmentent. Et donc, on a des problèmes de bourrage de l'AMS, puisque beaucoup connaissent ça, et ça peut casser la tête. Enfin, la qualité de transition, en cas de mauvaise purge, il peut rester des traces de l'ancien matériau dans les nouvelles couches. On doit régler nos purges, mais plus on purge, plus on perd du temps et du filament. Donc, c'est un équilibre à trouver qui peut être difficile à trouver. Alors, quelques exemples concrets, on a le MMU3 de Prusa, il accepte 5 filaments et il intègre une gestion optimisée de la purge pour réduire les déchets. On a la MS de Bambu Lab qui fonctionne sur le même principe, qui, dans la nouvelle version, la MS2 Pro, ajoute une gestion centralisée de l'humidité et de la déshumidification et a une détection automatique du type de filament pour autant qu'on utilise le filament avec la puce RFID. Son avantage aussi, c'est qu'il permet de connecter plusieurs modules en série pour multiplier les bobines disponibles. Alors, on a tous les clones de cet AMS, donc on a le CFS de chez Creality, on a la Box, on a, je ne sais plus, comme l'ACE de chez Anycubic,
Et enfin, on a toujours dans cette logique-là les systèmes open source, comme la Turtlebox qu'on va retrouver chez LDO, qui est elle-même basée sur un modèle open source. Donc, voilà pour ce système AMS. Alors, autre système, le système multi-tête, multi-tool ou changement de tête. Dans un système à changement de tête, chaque matériau dispose de sa propre buse et de son propre extrudeur. Les têtes sont stationnées dans des docks, souvent situés sur l'arrière de la machine. Lorsque l'imprimante doit passer à un autre filament, elle dépose la tête en cours d'utilisation dans son dock, puis vient chercher une autre tête. Ce processus est mécanique. Le chariot de l'imprimante se verrouille sur la nouvelle tête par un système magnétique, mécanique ou à clips et reprend l'impression. La partie la plus critique est la répétabilité du positionnement. La tête doit se remettre exactement au même endroit avec une précision de quelques centièmes de millimètre, sinon les couches risquent de se décaler et provoquer des défauts visibles. Certains systèmes utilisent des connecteurs physiques avec des trompeurs, d'autres des guides coniques pour assurer toujours le même alignement. Dans les solutions les plus avancées, comme celles qui fonctionnent par induction, il n'y a plus de connecteur électrique fragile. La buse est chauffée par un champ électrique et électromagnétique, ce qui supprime l'usure et garantit une connexion constante. L'avantage de ce système, c'est que chaque matériau est totalement isolé. Chaque buse est dédiée à un filament précis. On évite donc la contamination croisée et la quantité de purge est réduite à un minimum car on n'a pas besoin d'extruder des dizaines de millimètres de matière pour nettoyer la buse. Le cycle de changement est aussi relativement rapide, en général entre 5 et 15 secondes, bien plus court qu'un sélecteur de filament. En contrepartie, la mécanique est plus lourde et plus chère à produire. Chaque tête est un bloc complet avec son extrudeur, son refroidissement et son système de chauffe, ce qui augmente le coût de l'ensemble. Le système ajoute aussi du poids sur le chariot ou bien il demande un espace supplémentaire pour loger les docks. Enfin, il impose une calibration précise des offsets, c'est-à-dire de la différence de position entre deux têtes d'impression, en X, en Y et en Z entre les différentes têtes. Même un écart inférieur au dixième de millimètre peut suffire à créer des défauts visibles à l'endroit où une tête prend le relais de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme machine spécifique qui utilise ce système? La Prusa XL est l'une des machines les plus emblématiques de cette approche. Elle peut accueillir jusqu'à 5 têtes montées en parallèle, ce qui ouvre la porte à des impressions multicouleurs complexes ou à des combinaisons de matériaux très différents, par exemple rigides et flexibles. Les changements sont rapides et la purge est réduite à un strict minimum, mais la machine prend plus de place et demande un budget conséquent. De plus, comme ça fait un petit moment que la technologie est développée, elle n'est pas la plus facile à calibrer par rapport, par exemple, à la nouvelle SnapMaker U1. On a donc la SnapMaker U1 qui est une version plus accessible du tool changing avec un système qu'ils appellent SnapSwap. Ici, les têtes sont fixées par un mécanisme magnétique et changent en quelques secondes. Le nombre de têtes est plus limité que sur la Prusa XL et son volume d'impression est également plus limité, mais ça réduit fortement les purges et la gestion du multimatériau plus simple et moins cher. Enfin, machine qu'on attend et que personne n'a vraiment vue encore, la Wondermaker ZR Ultra qui propose un système docké avec 4 têtes conçu pour rendre le tool changing abordable avec une taille d'impression, un volume d'impression plus important. D'après ce qu'ils disent, on est sur la même logique, le changement prend seulement quelques secondes, ne nécessite presque pas de purge. L'idée est séduisante, mais la machine est encore jeune et il faudra attendre des retours d'expérience pour évaluer la répétabilité des changements et la fiabilité dans le temps. Bon, alors maintenant on va s'intéresser à la famille des doubles extrudeurs. Alors j'ai mis en deux familles différentes, mais en fait on est sur la même logique. Mais pour le propos, je vais quand même faire deux blocs différents. Donc le premier ici, c'est la famille des machines à double extrusion avec une double extrusion non indépendante. Avec le système de la double extrusion non indépendante, deux bus sont montés côte à côte sur un seul et même chariot. Chacune a son propre extrudeur et son propre bloc chauffant, mais les deux se déplacent ensemble puisque mécaniquement, elles partagent le même support. Quand la machine doit passer d'un matériau à l'autre, il n'y a donc pas de cycle de rétraction ni de rechargement de filament. Il suffit au firmware de désactiver une buse et d'activer l'autre. Le changement est donc quasi instantané, bien plus rapide qu'avec un sélecteur de filament. La logique est simple, on gagne du temps mais on concentre deux sources de chaleur au même endroit. Deux problèmes. Le premier, c'est le sointement. Même si la buse inactive ne reçoit plus de commande d'extrusion, elle reste chaude. Le filament continue de se dilater dans la zone fondue et finit par couler lentement par gravité.
Résultat, des gouttes ou des petits fils de matière risquent de tomber sur la pièce en cours d'impression. Le deuxième problème, c'est l'encombrement. Puisque les deux bus sont écartés d'une vingtaine de millimètres, l'imprimante doit tenir compte de cette distance lors des déplacements, ce qui réduit légèrement le volume utile et demande une calibration précise de l'offset entre les buses. Pour limiter ces défauts, plusieurs solutions existent. Certaines machines, comme la Bambu Lab H2D, utilisent une station de nettoyage. La buse inactive vient s'essuyer contre une brosse ou une lame avant de reprendre son travail, ce qui réduit les dépôts parasites. D'autres, comme la Snapmaker Artisan, intègrent un mécanisme de levage. Quand une buse n'est pas utilisée, elle se soulève mécaniquement de quelques millimètres, évitant ainsi de frotter sur la pièce et limitant le risque de traîner. Enfin, certains firmware appliquent une logique de rétraction thermique en abaissant légèrement la température de la buse inactive pour réduire la pression interne et ralentir le suintement. La force de ce système, c'est donc la rapidité et la simplicité. Le changement de buse se fait en moins de secondes, sans gaspillage majeur de filaments, mais sa faiblesse est que le problème de suintement ne peut jamais être complètement supprimé, seulement atténué. C'est pourquoi les doubles buses fixes sont un bon compromis pour du bimatériau ou du bicouleur, mais ils montrent leurs limites dès qu'on veut combiner des filaments très différents ou obtenir des pièces très propres. La plus récente, ou en tout cas la plus connue du grand public, est la Bambu Lab H2D. Elle combine deux bus fixes sur le même chariot et intègre un système de nettoyage automatique avec des brosses et une détection d'obstruction par capteur. Cela permet de limiter les dépôts parasites et d'assurer une transition plus propre entre les matériaux. La Snapmaker Artisan adopte une approche plus simple. Sa buse inactive se soulève mécaniquement de quelques millimètres lorsqu'elle n'est pas utilisée. C'est une solution éprouvée qui réduit le risque que la buse inactive touche la pièce, mais elle ne supprime pas complètement le problème de suintement. On peut aussi citer, beaucoup moins connu du grand public, la Race 3D Pro qui utilise un système similaire de buse montée sur un même bloc avec levage mécanique de la buse inactive. Enfin, on a l'Ultimaker qui est une autre référence moins connue du grand public. Ces deux buses fixes partagent le même chariot et l'imprimante intègre un mécanisme de parc pour la buse inactive afin de réduire les contaminations lors du changement. Du côté des systèmes IDEX pour Independent Dual Extruder, ça repose sur une architecture particulière. Deux chariots distincts se déplacent sur le même axe X, chacun avec son propre moteur, son extrudeur, son bloc chauffant et sa buse. Contrairement à la double extrusion classique où les deux buses sont fixées sur un seul support, ici elles sont complètement indépendantes, d'où le nom. Concrètement, chaque tête se gare sur un côté de la machine lorsqu'elle n'est pas utilisée. Cela permet d'éviter deux problèmes majeurs de double buse fixe. D'une part, la buse inactive ne reste pas au-dessus de la pièce, ce qui élimine quasiment le risque de gouttes ou de fils parasites. D'autre part, comme chaque tête a son propre chemin de filament, il n'y a aucune contamination entre matériaux. Quand vient le moment du changement, l'imprimante termine un mouvement avec la première tête, va la déposer sur sa station de repos, puis reprend immédiatement l'impression avec l'autre. Le changement est donc quasi instantané. Mais la vraie force de l'IDEX, c'est que cette indépendance ouvre des modes d'impression spécifiques. Le plus connu est le mode duplication. Les deux chariots reproduisent exactement les mêmes mouvements, ce qui permet de produire deux pièces identiques en même temps. Il y a aussi par exemple le mode miroir, où l'une des têtes exécute les mouvements en symétrie de l'autre, ce qui permet d'imprimer par exemple pour décorer une paire de chaussures et l'autre par symétrie. Dans un contexte multimatériaux, l'IDEX se distingue par sa propreté. Pas de purge massive, pas de mélange de filaments et des transitions très rapides. La contrepartie, c'est la complexité mécanique et logicielle. Les deux chariots doivent partager le même axe X sans interférer. Cela implique des systèmes de fin de course indépendants, une gestion logicielle sophistiquée pour synchroniser les déplacements et surtout un calibrage précis des offsets entre les deux têtes. Même une erreur de quelques centièmes de millimètre peut suffire à provoquer des décalages visibles. L'architecture ajoute aussi du poids et du volume, ce qui peut réduire la vitesse maximale ou augmenter la consommation énergétique de la machine. Enfin, elle entraîne également une réduction du volume d'impression utile. Comme chaque tête doit pouvoir se déplacer sans heurter l'autre, la zone réellement exploitable en largeur est plus petite que celle annoncée. Autrement dit, une machine donnée peut avoir un plateau de 300 mm en X, mais n'offrir en pratique qu'un espace de 250 à 260 mm lorsqu'elle utilise les deux têtes.
On peut ainsi citer la Snapmaker J1 et sa déclinaison J1S qui sont de très belles machines, un petit peu coûteuses, mais qui sont vraiment bien pensées pour simplifier tous les défis liés à l'impression IDEX. Alors on peut également citer les Ratrigue hein, qui, avec leur dernière version, proposent également une option pour pouvoir les passer en IDEX. Ou encore, parmi les machines plus anciennes, la Kaiwu Tycoon IDEX qui était moi j'aimais bien cette machine-là, ou la Sovol SV04. Alors il existe également et surtout dans le milieu professionnel plein d'imprimantes IDEX, mais voilà, hein, on ne peut pas toutes les citer. Enfin vient ce qu'on appelle les systèmes émergents ou ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs l'avenir de l'impression multimatériaux multicouleurs. Alors dans cette cinquième famille, je rassemble toutes les approches encore jeunes ou alternatives qui cherchent à dépasser les limites des systèmes traditionnels. Leur point commun, c'est de vouloir réduire le gaspillage lié aux purges et d'offrir plus de flexibilité et de gagner du temps avec l'impression, avec des concepts parfois totalement différents. Le premier exemple, c'est le Vortec de Bamboo Lab, annoncé pour équiper la H2C. Dans ce cas-ci, il cherche principalement à résoudre le problème des sélecteurs de filaments, la purge. Dans un sélecteur classique, plusieurs filaments passent dans la même buse, on l'a vu plus haut, ce qui impose de purger à chaque transition pour éliminer les résidus du précédent. Le Vortec prend une autre direction. Au lieu de mélanger les filaments, il stocke plusieurs buses, chacun dédié à un filament précis, et l'imprimante change physiquement de buse au moment du basculement. Concrètement, la machine dispose d'un magasin vertical dans lequel plusieurs buses sont rangées, prêtes à être utilisées. Lorsqu'un changement est nécessaire, la buse en cours est retirée et replacée dans son logement, puis une autre est automatiquement verrouillée en position. Le mécanisme utilise un système de verrouillage mécanique, probablement assisté par un actuateur pneumatique ou magnétique pour garantir que chaque bus se fixe toujours au même endroit, avec une répétabilité suffisante pour éviter les décalages. L'avantage de ce système est clair. Chaque filament dispose de sa buse dédiée. Cela supprime presque totalement les purges, puisque l'on n'a plus à extruder du filament pour nettoyer une buse déjà utilisée par un autre matériau. Le changement en lui-même est annoncé en quelques secondes, ce qui réduit fortement le temps perdu entre deux transitions, mais a l'inconvénient d'être dépendant encore de l'AMS pour faire venir le filament dans chacune des buses dédiées. Alors là, c'est encore un inconnu sur l'impact de l'AMS sur le temps, puisque si les buses elles-mêmes sont prises en quelques secondes, il y a encore le temps de chargement et déchargement par l'AMS du filament, et là, c'est une inconnue dans le système. Cette innovation entraîne aussi d'autres contraintes. La première, c'est l'encombrement mécanique. Il faut prévoir un espace pour stocker plusieurs buses et pour que le mécanisme de verrouillage fonctionne. Cela, soit va réduire le volume d'impression utile, soit va nécessiter une machine très encombrante. La deuxième contrainte, c'est la fiabilité du système de verrouillage. Pour que la machine fonctionne correctement, chaque buse doit se remettre exactement en place, au centième de millimètre près, et répéter ce mouvement des centaines de fois sans perte de précision. C'est un point qui reste à voir puisque pour le moment, personne ne l'a encore vraiment testé. Enfin, il reste également à voir comment l'imprimante gérera la remontée en température des buses inactives. Si elles refroidissent trop vite, il faudra prévoir un temps de chauffe à chaque changement. Si elles restent trop chaudes, il faudra limiter le sointement. Ce qui est annoncé par Bamboo, grâce à un réchauffement inductif ultra rapide, je pense qu'ils annoncent 8 secondes ou quelque chose comme ça, fait que, a priori, ce problème sera réglé, mais là encore, ça reste à voir. Ensuite vient Bontech avec sa solution Index, INDEX, je ne sais pas comment est-ce qu'elle le prononce. C'est donc un système qui change complètement l'approche du multimatériau. Là où un changement d'outil classique utilise des têtes complètes avec leurs câbles, chauffage et capteurs, l'index repose sur le principe d'outils passifs. Concrètement, chaque buse est un petit module sans électronique embarquée. Pas de câble de chauffe, pas de thermistance, pas de connecteurs fragiles qui finissent par s'user. Lorsque l'imprimante a besoin de changer de matériau, elle vient décrocher une buse de son dock et en saisit une autre. Le secret, c'est le chauffage par induction électromagnétique. La tête active de la machine génère un champ électromagnétique qui chauffe instantanément l'outil choisi. Cela signifie que les buses peuvent être changées rapidement tout en étant chauffées de manière très efficace et répétable, avec moins de perte d'énergie et moins de risque de faux contacts. Le positionnement est aussi un point fort. Le système de guidage mécanique est conçu pour garantir une répétabilité de l'ordre du centième de millimètre, ce qui est crucial pour que les couches s'alignent parfaitement lors de changements de buse.
Le temps d'échange complet est annoncé autour de 10 à 12 secondes, ce qui est beaucoup plus rapide que les sélecteurs de filaments classiques et avec un volume de purge quasiment nul puisque chaque buse est dédiée à son matériau. L'intérêt est tel que Prusa a déjà annoncé travailler ou teaser sur une déclinaison de ce système pour sa Core One, mais là encore pour le moment, on n'a aucune info, donc ça reste à voir. Bien sûr, il reste des limites. Le coût du module risque d'être plus élevé qu'une simple buse et le système est encore jeune. On manque de recul sur sa robustesse en usage quotidien, notamment sur la stabilité thermique lors de très longs prints. De plus, il faut prévoir un espace de stockage pour les outils. Le volume utile de la machine est donc légèrement réduit, surtout en hauteur. Mais sur le papier, c'est une des approches les plus prometteuses pour limiter à la fois la purge et les problèmes mécaniques des systèmes multitêtes traditionnels. Alors si vous avez bien écouté l'explication des deux technologies, la Vortec et le système Index, vous pourrez vous dire en fait c'est à peu près la même chose. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de commun dans les deux approches. Mais la différence fondamentale, c'est qu'avec le Index de Bondtech, chaque tête garde son filament chargé, un peu comme un multitête, alors qu'avec le système Vortec de bambou, les têtes vont être déchargées à chaque fois via l'AMS. Et c'est là où l'AMS vient peut-être être un point faible, selon moi, dans la logique ou dans l'approche de Bamboo Lab. Après, tout reste à voir, ça se trouve, on n'est pas à l'abri d'une excellente surprise. Ensuite, un autre système qui, pour moi, n'est pas enfin, c'est un système un peu plus ancien et qui mais autant l'expliquer et pour moi, c'est pas du tout l'avenir, mais bon, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est la mosaïque palette. Alors, ici, elle offre une approche radicalement différente. Plutôt que de changer de buse ou de tête, elle travaille avant l'imprimante, en amont de l'extrudeur. Le principe est d'assembler plusieurs filaments en un seul, puis de l'envoyer dans la tête standard de la machine. Mécaniquement, la palette est composée de plusieurs entrées de filaments, chacune reliée à une bobine. À l'intérieur, des roues dentées entraînent le filament choisi et les emmènent vers un module de coupe et de fusion thermique. Quand l'imprimante doit changer de couleur ou de matériau, la palette coupe le filament en cours, aligne le suivant, puis les fait fondre ensemble sur une petite zone de jonction. On obtient alors un filament hybride composé de segments de couleurs ou de matériaux différents qui est poussé dans le tube PTFE vers l'extrudeur de l'imprimante. La logique repose sur une synchronisation très précise. Le slicer doit calculer exactement la longueur de chaque segment pour que la bonne couleur arrive au bon endroit dans l'objet. Cette précision est contrôlée par un capteur de longueur intégré qui mesure la vitesse réelle du filament et corrige les éventuels écarts. L'avantage est évident, la palette peut transformer presque n'importe quelle imprimante FDM en machine multicouleur sans modification de la tête d'impression. C'est une solution universelle, compatible avec un large éventail de modèles, mais les faiblesses sont aussi nettes. Chaque jonction entre deux filaments produit une petite section de transition inutilisable, ce qui génère des déchets. Plus il y a de changements, plus ces pertes s'accumulent. Le système est aussi mécaniquement complexe. La coupe, l'alignement et la fusion doivent être parfaits, sinon le filament peut se bloquer dans le tube ou casser. Enfin, le temps de préparation est plus long que sur une solution native, car tout dépend de la qualité des jonctions. En pratique, la mosaïque palette est une solution ingénieuse qui permet d'élargir le multicouleur à des imprimantes non prévues, mais elle reste sensible au bourrage et produit des pertes significatives lors des transitions. Un autre système dont on n'a pas énormément entendu parler, ou en tout cas un petit peu plus dans les milieux initiés, c'est le Palette 300 de chez Atomform. Alors, c'est un système qui repose sur des buses auto-échangeables, auto-swappables, avec un carrousel pouvant accueillir jusqu'à 12 buses. Chaque couleur ou matériau dispose de sa buse dédiée et au moment du changement, la machine dépose la buse active et en verrouille une autre. L'intérêt est clair, plus besoin de purger des dizaines de millimètres de filament comme dans un sélecteur classique, car il n'y a jamais de mélange interne. Cela permet de réduire fortement les déchets et de garantir des transitions beaucoup plus propres entre matériaux. Le module de buse est conçu pour être modulaire, ce qui facilite le remplacement d'une buse individuelle en cas d'usure. Et l'imprimante intègre des capteurs pour détecter les blocages ou surveiller l'avancement du filament. Par rapport aux autres systèmes, le Palette 300 se place un peu entre un tool changer et le Vortec. Comme un tool changer ou bien l'index de Bondtech, il mise sur le changement physique d'outils pour isoler complètement chaque filament, mais sans multiplier les têtes complètes avec leurs câbles et leurs moteurs. Il se rapproche aussi du Vortec avec l'idée d'un stockage interne de bus dédiés
mais son carrousel à 12 positions mise sur la quantité et la modularité plutôt que sur la compacité. Comparé à un sélecteur de filaments classique comme le MMI ou l'AMS, il est bien plus efficace pour réduire les purges, mais au prix d'un mécanisme encombrant qu'on peut voir ici dans l'exemple se déporter sur le côté et qui devra montrer sa fiabilité sur le long terme. Enfin, on peut également citer le coprint qui peut-être perd de son utilité, qui a été annoncé il y a quelques années. Je me souviens l'avoir vu en prototype au Formnext de 2022 ou 2023, je ne me souviens plus trop. Et donc, c'est une société qui propose une approche plus proche des sélecteurs de filaments, mais pensée pour être modulaire et adaptable à beaucoup d'imprimantes. L'idée est de fournir un module externe qui gère plusieurs entrées de filaments et les alimente dans les buses d'une imprimante standard. Mécaniquement, le coprint fonctionne comme un hub. Chaque bobine est connectée à un canal motorisé. Quand il faut changer de filament, le module rétracte celui en cours, aligne un nouveau filament et le pousse dans le tube PTFE vers l'extrudeur. La logique est donc proche du MMU de Prusa ou de la MS de Bambou, mais le coprint mise sur la compatibilité universelle. C'est un périphérique que l'on ajoute à une imprimante existante sans changer de tête. L'avantage principal, c'est l'accessibilité. On peut donner une capacité multimatériaux à une large gamme d'imprimantes du marché sans passer par une machine dédiée. C'est aussi une solution relativement abordable comparée aux systèmes plus complexes comme les tool changers. Mais les limites sont les mêmes que celles des sélecteurs classiques. Le changement prend du temps et chaque transition nécessite une purge qui peut représenter une part importante du filament consommé. En plus, comme les filaments passent par des tubes PTFE assez longs, les matériaux souples ou très abrasifs peuvent poser problème. En résumé, Coprint est une solution intéressante pour élargir le multimatériau à des machines qui n'en sont pas équipées d'origine. C'est une bonne porte d'entrée, mais avec les mêmes compromis que les autres sélecteurs. Temps perdu et déchets générés. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas forcément la solution de l'avenir. Voilà, alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors elle a été quand même assez longue à écrire et à préparer, donc si vous pouvez m'aider en mettant un petit pouce, en faisant un petit boost si vous vous faites sur l'application mobile et en mettant un commentaire pour me contredire ou pour dire, enfin voilà, pour être content si vous avez envie aussi, eh ben, c'est le moyen que vous avez pour pouvoir m'aider, pour pouvoir me donner les moyens de continuer à faire ce genre de vidéos pour vous expliquer et pour démocratiser l'impression 3D. Et puis dites-moi vous, au passage, dans les commentaires, quelle est la solution qui vous paraît être la solution à retenir pour l'impression 3D multicouleur ou multimatériaux dans les années à venir. Et puis je pense que l'année 2026 va être assez excitante de ce côté-là, au vu des annonces de toutes ces entreprises. Donc je pense qu'on en reparlera encore. Allez, à bientôt.